Bien, Madame la Première ministre, nous devisions en venant, et je ne résiste pas quand même à sortir de l'aparté que nous avions eu en arrivant quand je vous expliquais la théorie des tanks de Christophe Urios. Et alors, vous m'avez dit, mais non, au sein de l'équipe gouvernementale, il n'y a qu'un pack. Il n'y avait pas de tank. Il n'y en a pas dans cette salle. Madame la Première ministre, Monsieur le ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, Madame la ministre de la Ruralité, Madame la ministre de l'Organisation territoriale et des professions de santé, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Monsieur le Président du Conseil départemental, Monsieur le Président de la métropole, Monsieur le maire de Bordeaux, Mesdames et Messieurs les présidentes et présidents, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les cadres et collaborateurs de nos collectivités, Mesdames et Messieurs, chers amis. Madame la Première ministre, bienvenue. Bienvenue dans cette belle métropole de Bordeaux, cette belle ville et ce département qui nous ont réservé leur meilleur accueil. Et je tiens vraiment une nouvelle fois à remercier Alain Anziani, Pierre Urmic et Jean-Luc Glaise pour leur accueil. Bienvenue parmi près de 2000 congressistes impatients de vous entendre. Bienvenue dans une association d'élus que vous connaissez bien, puisque nous avons eu l'occasion de travailler souvent ensemble sur plusieurs textes, notamment lors du précédent quinquennat. Bienvenue enfin dans un congrès qui avait eu nos élus, nos cadres et techniciens, mais également vos ministres, échanger et partager ensemble une même passion pour la France des territoires. Ce congrès, premier de la période post-Covid, est aussi le premier d'une telle ampleur. Ampleur du nombre de ses participants et aussi ampleur de notre feuille de route que nous avons adoptée mercredi en Assemblée générale et sur laquelle je reviendrai un peu plus tard. Mais pour débuter mon propos, Madame la Première ministre, vous comprendrez que je revienne sur les sujets brûlants de l'actualité et sur lesquels nous avons hâte de vous entendre. Je n'ai pas besoin de vous redire l'inquiétude qui est la nôtre face au coût de l'énergie. 4 intercommunalités sur 10 nous ont fait part du doublement de leur facture énergétique en 2022 et plus de la moitié prévoit au minimum un quadruplement en 2023. Je sais qu'une grande partie de la réponse est européenne et nous en parlions à l'instant. Mais cela prendra du temps et nous avons besoin de mesures d'urgence. Nous comprenons la difficulté qui consiste à trouver le bon équilibre entre la protection de notre économie et de nos collectivités et le message désastreux qui serait envoyé aux opérateurs de marché si l'État disait « quels que soient les prix, nous paierons ». À coup sûr, alors que nous cherchons à faire baisser les prix, nous risquerions d'obtenir exactement l'effet inverse. Avec d'autres associations d'élus, nous vous avons écrit pour vous faire des propositions. Et si la prolongation du filet de sécurité en 2023, comme le propose le député Thomas Cazenave, nous semble aller dans le bon sens, nous sommes prêts, j'ai fait un mélange entre Jean-René Cazeneuve et Thomas Cazenave, voilà, comme ça, comme ils sont amis, ça ira. Nous sommes prêts à nous mettre autour de la table pour améliorer ce dispositif et trouver la bonne mesure qui permettra à nos collectivités d'affronter la saison hivernale avec plus de sérénité. Autre sujet d'actualité, le fameux ZAN. Le problème, Madame la Première ministre, ce n'est sans doute pas l'objectif. Le problème, c'est plus la méthode. Il est indispensable de sortir par le haut de ce débat. Et les conventions de sobriété foncière que nous proposons peuvent être un bon cadre de dialogue pour avancer ensemble. Nous saluons la volonté de votre gouvernement de faire redescendre la pression, selon un terme de Christophe Béchu. La circulaire adressée au préfet va dans ce sens. Mais je crois, Madame la Première ministre, si nous voulons cheminer ensemble sur la voie de la confiance entre l'État et les collectivités, qu'il est nécessaire que vous rappeliez encore à vos DDT ou aux DREAL que les élus que nous sommes ne sont pas a priori hostiles à la sobriété foncière, bien au contraire. Nous travaillons toutes et tous
dans nos PLUI à remplir cet objectif, à faire œuvre de conviction auprès de nos maires et de tous les acteurs de l'aménagement, qu'ils ont tout à gagner d'une démarche collective plutôt qu'individuelle. Et chacun sait ici dans cette salle, que ce n'est pas toujours facile de faire aboutir un PLUI, qu'il nous faut des heures et des heures de réunions, souvent plusieurs années pour finaliser ce genre de document. Et lorsqu'au bout de ce long chemin, alors que le plus dur semble derrière nous, nos documents sont retoqués parce que nous n'appliquerions pas aujourd'hui des règles valables en 2031, je crois, Madame la Première ministre, qu'il est temps de remettre du bon sens au cœur de cette démarche et d'avancer véritablement ensemble sur le chemin de la sobriété foncière. Permettez-moi de vous dire un mot des sujets financiers. J'ai défendu l'idée de ne surtout pas revenir au contrat de Cahors et de leur préférer un pacte de confiance. Et je l'assume. Un pacte de confiance qui évite tout contrôle a priori de nos budgets et croit dans nos capacités respectives à tenir nos engagements, l'État comme les collectivités. Ce qui compte, c'est bien l'équilibre global des comptes de la nation. Ce n'est pas l'équilibre de telle ou telle collectivité prise individuellement les unes des autres. Si nous privilégions un pacte de confiance au contrat de Cahors, c'est parce que nous ne voulons plus que les préfets viennent contresigner nos budgets. Nous voulons qu'on nous fasse confiance. C'est sur cette base, et aussi, Madame la Première ministre, sur la nécessaire prise en compte des enjeux de la transition écologique et de l'explosion des coûts de l'énergie, que nous devons continuer à discuter de ces pactes de confiance. Il en va de même de la question de la CVAE. Vous le savez, nous n'avons jamais demandé une telle mesure, tout simplement parce que les chefs d'entreprise dans nos bassins d'emploi ne nous la demandaient pas. Nous avons d'ailleurs toujours considéré que les quelques 9 milliards d'euros de CVAE étaient bien peu de choses par rapport aux 250 milliards d'euros de cotisations sociales payées par les entreprises. Mais à l'inverse, pour nous, cela représente une somme considérable, puisque la CVAE compte pour 22% de nos recettes fiscales. Alors le Parlement tranchera. Et si cette proposition du gouvernement est retenue, il sera alors impératif que la compensation de la CVAE se fasse non seulement sur la base d'une fraction de TVA, mais qu'elle prenne en compte l'année 2023 et qu'un lien avec les territoires et nos dynamiques économiques soit maintenu. Car nous avons besoin d'une fiscalité qui coïncide avec nos compétences. Supprimer le lien fiscal, c'est fragiliser les écosystèmes. La crise Covid a démontré que les territoires les plus résilients étaient ceux où ces liens de dialogue et de coopération sont les plus forts. Alors soyons vigilants à ne pas casser un travail long et fastidieux pour une mesure dont l'efficacité économique peut faire encore débat. Je voudrais maintenant vous dire quelques mots de notre feuille de route. Elle peut se résumer en 3 mots: production, transition et cohésion. Vous le savez, Madame la Première ministre, nous croyons à la réindustrialisation de notre pays. Vous connaissez notre engagement dans le programme Territoire d'industrie. Si nous voulons rattraper notre retard industriel et redevenir une grande puissance, alors plusieurs conditions doivent être remplies. D'abord, l'accès au foncier. Pour se développer, nos industriels ont besoin de place. Il est indispensable de sortir des quotas du ZAN les grands projets nationaux, bien évidemment, mais aussi les grands projets industriels. Ils sont tout aussi stratégiques pour la souveraineté et la prospérité de notre pays que les grands projets d'aménagement d'intérêt national. Un canal, une LGV, c'est important. Une usine de batteries, de semi-conducteurs, de médicaments ou d'agroalimentaire, ça l'est tout autant. Autre condition de la réussite, le financement de l'innovation.
Le déploiement de France 2030 doit impérativement irriguer les territoires et ne pas reproduire les erreurs des précédents plans d'investissement d'avenir. Je salue la volonté de dialogue du secrétaire général de France 2030, mais il est indispensable qu'il s'appuie sur la dynamique des territoires d'industrie pour identifier de nouveaux projets et accompagner leur développement dans les bassins économiques. Enfin, dernière condition, la formation. 70% de l'emploi industriel se trouve en dehors des métropoles. Nous devons, Madame la Première ministre, travailler au rapprochement des filières de formation et d'enseignement supérieur des territoires de production. Il ne s'agit pas de déshabiller les métropoles au profit des territoires intermédiaires, mais bien de construire de véritables parcours de formation capables d'ancrer nos jeunes sur les territoires et de répondre aux besoins de nos entreprises. C'est toute l'idée des académies industrielles et technologiques que nous appelons de nos vœux et qui pourront s'appuyer sur des acteurs aussi divers que l'université, le CNAM, les écoles d'ingénieurs ou toute organisation professionnelle prête à faire le pari des territoires. Ces territoires, nos projets de territoire, qui portent tous l'ambition de la transition écologique. Nos compétences nous placent en première ligne. Vous connaissez notre volonté de voir la politique de l'habitat enfin décentralisée. C'est la condition nécessaire à la massification des travaux de rénovation énergétique des logements. Et puis c'est facile. C'est un engagement du Président de la République pendant la campagne électorale. Alors, Madame la Première ministre, il suffit d'appuyer sur le bouton, de dire au ministre du Logement, Monsieur le ministre, appliquez la promesse du Président de la République et vous ferez dans cette salle des milliers d'heureux. Nous avançons aussi sur le déploiement des énergies renouvelables. Le projet de loi déposé à l'Assemblée nationale propose des avancées intéressantes. Mais en revanche, nous refusons que les préfets réécrivent nos PLUI en modifiant les PADD. Le PADD, c'est un peu comme dans un ordinateur le logiciel source. C'est l'orientation politique du PLUI. Il est inconcevable que l'on puisse y toucher sans l'accord des élus, même pour accélérer le déploiement des énergies renouvelables. Nos intercommunalités sont également au rendez-vous des politiques de cohésion sociale. La table ronde d'hier l'a montré. Nous voulons aussi agir pour répondre à l'inquiétude des Français face aux problèmes d'accès aux soins. Sur ce sujet, comme tant d'autres, nous croyons qu'État et collectivités doivent agir ensemble à l'échelle des bassins de vie. Le cadre contractuel est fait pour cela. Les CRTE sont faits pour cela. Et ils nous donnent l'opportunité de redessiner les relations État-collectivité sur le long terme, même si j'en connais toutes les insuffisances. Ces contrats sont signés. Il faut les faire vivre, il faut les financer. Je salue à ce propos votre volonté, Madame la Première ministre, de voir les 1,5 milliard d'euros du Fonds vert venir alimenter ces CRTE. Mais nous voulons aller plus loin. Nous pouvons aller plus loin. Rien n'empêche, Madame la Première ministre, de construire avec les collectivités que nous sommes de vrais contrats basés sur des engagements pluriannuels et mobilisant tous les ministères à l'image des contrats de plan État-région. Sur le modèle des mandats de négociation que vous adressez aux préfets de région, pourquoi ne pas construire des contrats État-territoire confiés aux préfets de département et donnant aux actuels CRTE la lisibilité et l'interministérialité dont nous avons réellement besoin? C'est une idée d'intercommunalité de France, mais sur la table, et sur laquelle nous sommes prêts à travailler avec le gouvernement et la représentation nationale. Avant de conclure mon propos, permettez-moi de partager une conviction. Notre pays ne souffre pas du manque d'idées, ou de solutions même. Il manque plus des moyens et des méthodes pour les mettre en œuvre. Nous, Intercommunalité de France, avons dit dès le départ que nous participerions au Conseil national de la refondation. Car sans doute est-ce un des moyens de sortir de la logique des politiques en silo. Si nous avons placé ce congrès sous l'égide de la relation État-collectivité, c'est parce que nous croyons que nous devons avancer ensemble. Nos concitoyens se désespèrent de l'impuissance publique. Et pourtant, tous les échanges de ces 2 jours
témoignent de la richesse des projets qui fleurissent partout en France. Nous croyons effectivement à cette idée d'une France de la confiance, une France de la coopération, tout simplement parce que c'est dans notre ADN. Cela exigera des efforts et des engagements de toutes parts, car à nous aussi, il revient d'assumer notre volonté d'une République réellement décentralisée et de ne pas systématiquement attendre de l'État la réponse à tous nos maux. C'est ça notre responsabilité. Cela exigera des efforts, des changements. Il y aura des obstacles, il y aura des conservatismes, mais il y aura aussi l'immense majorité silencieuse de tant de femmes et d'hommes engagés au service de leurs concitoyens qui savent que c'est par la coopération et non le repli sur soi que nous réglerons les problèmes d'aujourd'hui comme de demain. Thomas Jefferson écrivait « Je préfère les rêves du futur aux histoires du passé ». Alors, Madame la Première ministre, à l'heure de tous les populismes, des agitateurs de passions tristes sur les réseaux sociaux ou ailleurs, sachez que vous trouverez toujours à Intercommunalité de France des élus passionnés par leur territoire et résolument décidés à écrire les pages d'une France qui croit en son avenir, pour peu qu'elle se réconcilie avec elle-même. La France des bassins de vie que nous représentons ici est forte de son énergie et de sa volonté de faire. Les collectivités que nous sommes demandent certes plus de liberté d'agir ou sont parfois agacées parce qu'elles considèrent comme des injonctions contradictoires ou des règles de plus en plus tatillonnes. Mais les quelques 2000 congressistes réunis ici à Bordeaux et les milliers d'élus ou agents de nos intercommunalités à travers la France sont toutes et tous des soldats de la République. Ils sont profondément attachés à ces valeurs et à la nécessité de cheminer ensemble au service de nos compatriotes. Ils savent bien, parce qu'ils y sont eux aussi confrontés, que le monde est complexe et que l'on n'a jamais rien réglé avec des formules péremptoires, mais par un travail sérieux et souvent discret. Alors, en conclusion de ce congrès, je veux dire à chacune et chacun d'entre vous que nous pouvons être fiers, à Intercommunalité de France et avant à la DCF, de ne jamais avoir dérogé à cette règle. Cette règle qui, depuis Marc Sancy, passant par Daniel Delaveau, Charles-Éric Leménian et Jean-Luc Rigaud, nous invite à toujours agir avec sérieux et discernement au service de nos collectivités intercommunales, à la promotion de nos valeurs de coopération et à une certaine idée de l'action publique qui fera toujours de la proposition et du dialogue les piliers de notre action. Merci à toutes et à tous pour votre attention. Je vous donne rendez-vous à l'année prochaine à Orléans les 11, 12 et 13 octobre 2023. Et c'est une nouvelle fois en vous remerciant de nous faire l'honneur de votre présence, Madame la Première ministre, que je vous cède désormais la parole.